Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Mardi 31 août 2021, sur le chantier du foyer en construction de l'Université Norbert Zongo de Koudougou, 3 étudiants stagiaires de l'Institut universitaire de technologie et un menuisier coffret de nationalité béninoise sont en plein boulot. Disons, un jour normal de travail comme tous les autres. Sauf que ce jour-là, quelques instants après le passage des contrôleurs, l'une des dalles du bâtiment va céder et s'effondrer littéralement, piégeant ainsi nos 4 infortunés. Aucun ne s'en sortira vivant, tous y perdront la vie. Un drame de plus dans le secteur du BTP qui vient s'ajouter à celui qui s'est produit 3 mois plus tôt. Nous sommes dans la province du Houé, précisément dans la commune rurale de Dandé. Ce 24 mai 2021, les élèves de l'école primaire publique Dandé B sont en classe. Dans l'après-midi, autour de 15h, 16h par là, il y a de la pluie et puis un peu de vent. Des intempéries, tout simplement, rien de tragique. Personne ne se doute de rien. Tout à coup, les bâtiments de 3 salles de classe s'effondrent sur les apprenants. Bilan, une trentaine de blessés, un élève tué. Cette succession de drames dans le secteur du BTP laisse plus d'une personne interloquée. Un peu partout, on s'indigne. Puis les questions fusent. À qui la faute? Erreur humaine, erreur technique, caprice de la nature. Et puis il y a les accusations, très souvent sans preuve. On parle de corruption, de dessous de table, de rétrocommission et de pots de vin. Ce soir, nous allons faire le procès d'aucune entreprise, fût-elle publique ou privée, d'aucune corporation non plus. C'est le travail des juges. Mais nous allons poser des questions. Comment les choses se passent depuis les appels d'offres, les passations de marché, la phase architecturale, l'expertise d'ingénierie, le choix des bureaux de contrôle et le contrôle lui-même jusqu'à la livraison de l'infrastructure? Qui fait quoi? Quels sont les niveaux de responsabilité? Pourquoi avons-nous l'impression que les enquêtes semblent ne pas aboutir en cas d'accident? Et puis, que faut-il faire pour éviter que dans le futur, un immeuble ne s'écroule et fasse des dizaines de victimes? Pour essayer de comprendre, nous avons invité des acteurs clés, justement, du secteur du BTP. L'autorité de régulation de la commande publique, l'ARCOP, représentée par le chef de service des enquêtes, Moïse Bakoroba. Monsieur Moïse Bakoroba, bonsoir et merci d'être venu. Merci. Autour de cette table également, les architectes sont représentés par M. Tahar Ouedraogo, architecte. Je précise que vous n'êtes pas là dans le cadre de l'ordre des architectes, mais tout simplement en tant qu'architecte, technicien. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Sur ce plateau également, le secrétaire général de la sous-section du ministère des Infrastructures du syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilé, le site BA, M. Mbi Yameogo. Monsieur Yameogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Nous avons aussi le président du syndicat national des petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics, Ahmed Oumar Touré. Bonsoir, monsieur Touré. Vous représentez les entrepreneurs. Merci d'être venu. Pas tous les entrepreneurs, ceux de mon syndicat. Ceux de votre syndicat. Donc vous êtes entrepreneur aussi. Voilà, je suis entrepreneur. Voilà. Donc vous allez parler au nom des entrepreneurs. Et puis le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, Nakanabo Sagado. Il est là dans le cadre de la société civile. Merci. Monsieur Sagado, merci d'être venu. Je voudrais préciser que nous avons invité aussi sur ce plateau les ingénieurs, l'Ordre national des ingénieurs, qui a décliné notre invitation. Nous avons contacté aussi l'Ordre des architectes, qui a décliné notre invitation. Très heureusement, nous avons notre ami Tahar Ouedraogo qui a accepté de venir à son nom propre. Nous avons aussi invité le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, le LNBTP, qui est un acteur clé du secteur du BTP au Burkina Faso. Voici ce que le LNBTP nous a répondu. Ouvrez les guillemets. Nous sommes disposés à vous répondre, mais nous avons été réquisitionnés dans le cadre de l'enquête sur l'accident du chantier de Koudougou. Nous sommes astreints au silence. Fermez les guillemets. Pas de commentaires. Je voudrais tout simplement préciser, comme je l'ai dit au début, que cette émission n'est pas une émission d'enquête sur un cas particulier. Encore faut-il rappeler qu'aucun invité autour de cette table n'est obligé de répondre à une question s'il estime que la réponse pourrait être en porte-à-faux avec une de ses missions dans le cadre de sa profession. Alors, rapidement, première question. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec ces cas d'hésitation, de refus, de s'exprimer, de s'expliquer, ces postures ne sont-elles pas de nature à apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que le secteur des BTP est d'une grande opacité avec tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Rapidement, un tour de table et je donne la parole à M. Nakanabo. Bon, ben, comme ce n'est pas pour faire un procès d'intention, mais en tout cas, c'est quand même révélateur
tout au moins d'un malaise. Et devant le drame, c'est vrai que nous sommes tous choqués, mais ça ne doit pas nous empêcher justement de parler. Parce qu'il faut justement en parler pour chercher la solution. C'est dommage que des gens qui auraient peut-être pu donner un brin de lumière soient absents. Mais je pense que leur absence, on doit lui donner un sens. Et quel sens? C'est une question qui reste posée et suspendue. Taou Drago, rapidement sur cet aspect. Oui, il faut dire que dans le cadre des ordres professionnels, on s'exprime avec vraiment beaucoup de réserves, surtout que nous sommes aussi concernés par l'enquête. On a un confrère qui est concerné, donc on peut comprendre la posture de l'ordre des architectes qui n'est pas forcément un refus de s'exprimer. Ceci étant, bon, je suis là, je pourrais vous éclairer autant que possible. Merci. Je le disais très heureusement. Monsieur Moïse Bakorba. Alors, je ne sais pas si je peux dire quelque chose là-dessus. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, les gens sont libres de parler ou de ne pas parler. Et s'il y a des gens qui se sont réservés de venir, je crois que ça relève de leur liberté. De leur liberté. Voilà. Pour ma part, je pense que c'est des structures qui appartiennent à une certaine hiérarchie. Il faut demander d'avoir la permission de s'exprimer, en tout cas savoir le contenu de l'émission. Je pense que ce n'est pas un refus. Ils veulent franchement des dispositions avant d'intervenir. Même moi qui suis président de ma structure, j'ai informé le bureau pour dire que je fais une émission avec vous sur tel thème. Donc je ne pense pas que c'est un refus de mon point de vue. D'accord, c'est votre point de vue, mais visiblement nous avons insisté, nous avons écrit, nous avons téléphoné, nous avons expliqué, mais ils n'ont pas voulu répondre. Cela dit, c'est leur droit le plus absolu. Nous allons donc avancer dans cette émission, mais il était normal qu'on le précise pour que nos téléspectateurs le sachent. Voilà. Nous allons commencer et entrer dans le vif du sujet. D'abord, comme je le disais, quel est le processus depuis les appels d'offres jusqu'à la livraison d'un chantier de bâtiments publics? Comment les choses se passent? Nous allons aller pas à pas, étape par étape, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre et se faire une idée de la réalité sur le terrain. D'abord, les appels d'offres. Disons, prenons un exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est eux qui font l'actualité, qui veut construire un amphithéâtre. Comment se fait l'appel d'offres? Celui qui veut prendre la parole peut prendre la parole. Monsieur Moïse Bakorba, peut-être? Oui, merci bien. Alors, déjà, je vais signaler que le processus peut être découpé en 3 séquences. À la phase de préparation, à la phase de passation et à la phase d'exécution. Et comme vous avez pris un exemple pratique, c'est-à-dire la construction d'un amphithéâtre, alors la phase de préparation va consister, 1, à élaborer les plans architecturaux, 2, à faire les études techniques, 3, à élaborer les dossiers d'appel d'offres. Et donc, à cette phase-là, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, et puis certains services techniques de l'administration, à savoir la personne responsable des marchés ou le directeur des marchés, qui va en tout cas finaliser le dossier d'appel d'offres. Ça, c'est la phase de préparation. Alors, dès que le dossier est finalisé, il faut le lancer. On passe à la phase de passation. On lance le dossier, on donne un délai minimum de 30 jours aux entreprises qui souhaitent participer à la procédure pour pouvoir déposer leurs dossiers, leurs offres. Les offres sont déposées. Il y a une commission d'attribution des marchés qui réunit un certain nombre d'acteurs. Il y a des administratifs, des financiers, des techniciens qui vont sur la base des critères contenus dans le dossier d'appel d'offres évaluer les offres qui sont déposées par les différentes entreprises. Alors, je rappelle que ce dossier-là, le dossier d'appel d'offres, contient des critères liés à la capacité technique, à la capacité financière, mais aussi le dossier technique qui a été élaboré par les architectes sous forme de plan et les ingénieurs sous forme de dimensionnement, de notes de calcul, ainsi de suite. Donc, on évalue les offres et on retient l'entreprise qui a proposé l'offre évaluée conforme la moins disante. C'est quoi la moins disante? On entend parler beaucoup de ce thème, la moins disante.
Est-ce que vous pouvez expliquer cela à nos téléspectateurs? Alors, la moins-disance ne veut pas dire l'offre la moins chère. Alors, loin s'en faut. Alors, il s'agit d'évaluer les offres d'abord sur le plan technique. Et après l'évaluation technique, toutes les offres qui sont reconnues techniquement conformes, on va les classer sur la base des montants. Donc, l'entreprise qui propose le montant, je ne dirais pas le moins cher, entre 500 francs et 490 francs, alors certainement on va aller dans le sens des 490 francs. Mais avec les normes techniques. Bien sûr, dans le respect des normes techniques qui ont été définies dans le dossier d'appel d'offres. Donc quand on dit alors moins 10 ans, ça ne veut pas dire moins cher. Encore que dans notre réglementation, il y a une formule qui est prévue qui permet de s'assurer de la sincérité et de l'acceptabilité des prix qui sont proposés par les soumissionnaires. Alors, quel est l'acteur qui octroie le marché à l'entreprise? Qui est chargé de choisir l'entreprise qui va exécuter le marché? Alors, je l'ai dit tantôt, c'est une commission d'attribution des marchés présidée par le directeur des marchés publics. Pardon de vous interrompre. Quand je prends l'exemple concret, parce que c'est technique, mais il faudrait que nos téléspectateurs puissent comprendre. Je prends l'exemple concret du ministère de l'Enseignement supérieur qui veut construire un amphithéâtre. C'est ça. Quand on fait l'appel d'offres, qui choisit l'entreprise chargée d'exécuter le marché? Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que ce sont les services du ministère? Qui choisit? Le ministre n'intervient pas dans le choix immédiat. Je dis bien, c'est une commission qui siège, au sein de laquelle il y a des spécialistes des procédures de passation, il y a des spécialistes en matière de BTP et il y a des spécialistes en matière financière. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui va se réunir pour apprécier tous les aspects des offres des entreprises. Et à l'issue de ce travail-là, une proposition d'attribution est faite. Et le ministre, qui est l'ordinateur de son budget, lui, il approuve. Donc, c'est lui qui a le dernier mot. Non, il approuve, il n'a pas le dernier mot. Est-ce qu'il peut désapprouver? Il peut, s'il a des raisons valables. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On refait le processus? Alors, s'il a des raisons valables, il peut retourner les travaux à la commission pour dire, sur la base de tel constat, je n'approuve pas vos résultats. Voilà. Donc, quand on vous écoute, c'est l'ordonnateur du projet qui a le dernier mot. Voilà, il approuve, c'est juste, la réglementation dit que sur le PV de délibération, il appose juste sa signature. Il appose sa signature, voilà. D'accord. Alors, une fois l'entreprise choisie, c'est quoi la suite? Monsieur Mbia Meogo, peut-être? Parce qu'on parle ici spécifiquement de bâtiments, moi je relève spécifiquement des infrastructures routières. Je pourrais intervenir en fait dans un cadre global concernant le marché globalement. Mais bon, pour ce qui concerne côté spécifiquement bâtiment, il aurait fallu en fait que le ministère de l'Habitat soit représenté. Il aurait fallu aussi que le ministère peut-être des infrastructures soit représenté. En tout cas, la présence de l'administration aurait été en tout cas importante pour éclairer les gens. Parce que, en fait, après l'étude, une fois que, en fait, on a lancé le marché a été attribué et approuvé. Maintenant, c'est l'exécution. Mais dans l'analyse, en fait, des offres, effectivement, il y a les techniciens, en fait, qui interviennent pour aider à l'analyse, en fait, des offres. Et c'est à ce niveau, souvent, en tout cas, que les problèmes commencent, en fait, à partir de là. Parce qu'un marché, ça dit que la fin, ça doit commencer, la bonne fin commence, en fait, par l'attribution. Une fois que vous ratez l'attribution, c'est sûr, en fait, qu'à la fin, il y aura des problèmes. Et on constate que, généralement, à la passation, il y a beaucoup de difficultés liées, en fait, à la pression des autorités qui ont envoyé en fait les techniciens au sein de ces commissions. On leur met la pression parce que nous avons pas mal d'exemples où des gens qui étaient dans des commissions, on est venu en fait les faire partir par la police
On a des exemples où des commissions en fait ont travaillé et les résultats n'ont pas été acceptés et sans qu'on donne en fait les véritables raisons. Dans tous les cas, les marchés à la passation, dès qu'on rate en fait la passation, si c'est mal passé, c'est sûr que ça sera mal exécuté. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que selon M. Moïse Bakorba, la commission qui est chargée de statuer sur les dossiers, les membres de cette commission font parfois l'objet de pression de leurs supérieurs. Absolument. De pression de leurs supérieurs. Quel genre de pression? Et pourquoi? Dans quel but? Bon, certainement, c'est pour leur dire en fait d'aller dans tel sens ou dans tel sens pour que tel soumissionnaire ou tel soumissionnaire puisse avoir. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on va, par exemple, venir au sein d'une commission qui a commencé à travailler pour venir soutirer un membre de la sous-commission. Expliquez-nous un peu cette histoire. De quoi s'agit-il quand vous dites que des policiers viennent retirer des membres d'une commission? Oui, c'est une commission en fait qui a eu lieu. La commission a commencé parce que qu'est-ce qui se passe? Une fois en fait que l'appel d'offres est lancé, en fait la direction qui porte le projet doit désigner en fait des techniciens pour aller participer à l'analyse. C'est ça. Maintenant, le responsable, le directeur, le responsable de structure désigne en fait des techniciens. Et ces techniciens, pour aller en fait à la commission, ils ont en fait une correspondance avec qui les désigne pour aller participer. Donc, le cas que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il sait que l'intéressé avait en fait sa correspondance qu'il a désignée pour aller être dans la commission. Et c'est avec cette correspondance qu'il est allé et siéger, mais entre-temps, on lui a dit qu'il doit quitter la commission, il ne doit pas faire partie de la commission. Et lui aussi, il n'a pas voulu, il a voulu attendre qu'on lui donne les raisons, mais finalement, bon, il a été contraint de quitter en fait la commission. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Donc, les membres des commissions subissent parfois des pressions de leurs supérieurs hiérarchiques. Absolument. Pour que les décisions aillent à gauche ou à droite ou bien en faveur d'une entreprise donnée. Absolument. Moïse Bakorba, une réaction peut-être sur cet aspect? Oui. Je ne suis pas en train de nier ou tomber dans un négationnisme qui ne se justifie pas. Mais il faut se dire que lorsque un membre est désigné pour siéger dans une commission d'attribution des marchés, alors ce membre-là, il doit être indépendant. Il n'a pas de compte à rendre en principe à son supérieur parce que c'est une responsabilité personnelle. Si tu conduis mal les opérations et constitue des manquements, tu réponds personnellement. Donc, si l'agent en question, il mesure le poids de sa responsabilité, je crois qu'il a vraiment un devoir d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui l'ont nommé à un poste donné. Voilà. Mais vous ne niez pas que ces pratiques puissent exister éventuellement? Non, c'est comme toute activité humaine. Hein. Il y a toujours... Voilà, il y a toujours ces insuffisances liées à la nature, à la qualité des personnes qui sont chargées de conduire les activités ou les opérations de passation des marchés. Dès le début, déjà, on constate que dès le départ, au niveau des passations des marchés, il peut y avoir déjà des petits soucis au niveau du choix des entreprises. Monsieur Nakanabo, vous qui êtes au niveau du RENLAC, du Réseau national de lutte anticorruption, avez-vous eu affaire à ce genre de situation dans vos enquêtes? Bon, spécialement au niveau des choix, ou bien de la tenue des commissions, on n'a pas toujours des informations comme ça. Parce que ça se passe... à huis clos. Voilà, ça se passe à huis clos. Mais ce que moi je veux dire en écoutant les deux premiers qui ont intervenu, c'est qu'on peut constater que des fois, quand on attribue le marché, il y a des grincements dedans. S'il y a des grincements dedans et des plaintes, c'est prévu. Ça veut dire qu'il peut se poser des problèmes. Et il se pose vraiment des problèmes. Forcément, quand il y a des intérêts comme ça, c'est qu'il y a des tractations qui se font en dessous. On peut avoir des textes clairs, limpides, mais comme l'a dit M. Bakorba,
la qualité des hommes qui travaillent décide de tout. Si vous avez des gens qui ne sont pas intègres pour faire un travail qui demande de l'intégrité, ça va clocher. Monsieur Touré, vous qui êtes entrepreneur, est-ce qu'il est arrivé que vous êtes du syndicat des petites et moyennes entreprises, est-ce que certains de vos membres se sont plaints des fois du processus d'attribution des marchés dans un marché quelconque, sur une situation? Il est arrivé une fois, mais je pense que c'était en 2016. En 2016, il y a eu un cas comme ça. Mais dans tous les cas, nous avons essayé de gérer la situation entre nous à l'amiable. Mais c'est des cas qui arrivent, mais ça se passe dans les ministères. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans les commissions. Voilà, bon, on entend, quand on entend, puisque nous ne sommes pas, c'est supposé. Alors, on essaie d'apporter notre contribution à chaque fois pour essayer de mettre de l'eau dans le vin de chacun, quoi. Mais est-ce que parfois, il y a des marchés où peut-être il y a une entreprise qui est sûre et certaine de ses forces, et puis à la dernière minute, il se trouve que le marché lui échappe et qu'une autre entreprise moins forte est attributaire du marché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé déjà? Ça arrive, mais de toute façon, il y a des mécanismes qui sont là pour ça, monsieur... Notamment l'ARCOP. Donc, vous avez encore des recours pour aller poser vos plaintes, et puis ça va être examiné par l'administration. Donc, il ne faut pas s'en faire pour ça. D'accord. Il y a aussi, on va avancer tout à l'heure sur le processus, il y a aussi des situations où des entreprises, dit-on, sont créées peut-être 2-3 mois avant qu'un projet ne soit lancé spécialement pour soumissionner et avoir le marché. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ce sont juste des rumeurs, on s'est fait juste des idées? À mon avis, on devait continuer d'abord sur la pédagogie parce que c'est par là qu'on a commencé, à la suite de M. Bakorba. Il faut déjà donner les différents types et modes de passation des marchés publics. Dans mon cas, par exemple, moi je suis architecte. Alors, il y a les concours d'architecture, il y a les appels d'offres ouverts. Je pense que c'est ce modèle-là, sur ce modèle que vous exprimez tous, mais aussi il y a des appels d'offres restreints. Voilà, il y a des demandes de propositions où on consulte seulement 4 entreprises, par exemple. Au risque de décevoir mon ami Bakorba qui est là, moi, je n'aime pas trop m'exprimer sur le mode de passation. J'aime qu'on place la compétence au milieu de tout, pour une raison toute simple. Et vous savez, les appels d'offres, généralement, ce n'est pas transparent. On est en train de tourner autour du pot. Ce n'est pas transparent, on le sait tous. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quels sont vos éléments de preuve qui montrent que ce n'est pas transparent? Ok. Je continue? Allez-y, allez-y. Okay, d'accord. Alors, vous avez des exemples concrets, des preuves, parce qu'on dit toujours que ce n'est pas transparent, c'est pas transparent. Non, c'est pas transparent en général. Et dans le cadre des concours d'architecture, par exemple, moi, je l'ai dit aux responsables, aux ministres, aux directeurs généraux, bon, si tu as un gros projet à faire, tu as besoin d'un très bon projet, et tu as déjà ton élément à qui tu veux donner le projet, ce n'est pas la peine de lancer un concours d'architecture. Parce que si tu lances, nous, on va exiger qu'il soit transparent. Et s'il ne l'est pas, on va faire une grosse bagarre avec toi. Donc, si tu as déjà quelqu'un à qui attribuer le marché... On va faire rapidement. Oui. Le concours d'architecture, il intervient à quel moment? Il sert à quoi? Ok, voilà. Et justement, dans le processus que M. Bakorba avait commencé à énumérer, nous, on intervient vraiment en amont. Parce que même déjà dans la définition des besoins, ce qu'on appelle la formulation du programme architectural, nous, on intervient en fait auprès des décideurs. On les aide à formuler, si vous voulez, formaliser leurs besoins en fait. Et en programme physique. Et c'est à la suite de ça, donc, il y a tout le processus donc, qui ce vient. que vous êtes en train de dire, et je reviens à mon cas particulier. Par exemple, pour la construction de l'amphithéâtre, que le ministère de l'Enseignement supérieur avait fait, c'est un cas, c'est une théorie. Hein. Oui. À quel moment l'architecture intervient? L'architecte intervient dès la formulation des besoins. C'est-à-dire vraiment en amont, il commence à travailler avec les techniciens. C'est-à-dire que c'est vous, avec l'ordonnateur les décideurs, l'ordonnateur du projet, voilà. Vous dessinez le plan et tout. Non, on ne dessine pas d'abord le plan. On l'aide à formuler ses besoins. Ses besoins, d'accord. Voilà, on appelle ça le programme architectural. Et ce programme-là, pour l'avoir, il faut un concours? Non.
pour avoir le programme architecture, il ne faut pas de concours. Il faut juste un architecte compétent et qui a de bonnes notions en programmation architecturale pour vous aider à former. Alors, on le choisit selon son besoin. Généralement, dans beaucoup de ministères, il y a des architectes qui y travaillent déjà. Sinon, ils recourent à ce qu'on appelle les MOD, les maîtres d'ouvrage délégués. Eux aussi, ils ont du personnel voilà, pour formuler ces besoins-là et puis pour lancer l'appel d'offres. Voilà. À quel moment le concours d'architecture intervient? Alors, le concours d'architecture est désormais, dans la nouvelle réglementation, vous pouvez me corriger, cher ami, je pense que c'est l'article 57 du décret 49. Le décret 49, c'est le décret qui régule actuellement les marchés publics. Voilà. Donc l'article 57 dit qu'à partir d'un seuil de travaux, je pense de 700 ou 750 millions de francs CFA, 700 millions de francs CFA, le concours d'architecture est obligatoire. Mais on constate que ce n'est pas toujours appliqué. C'est pas toujours appliqué. Il y a des marchés de 3 milliards que les gens ont pris en appel d'offres. Ce n'est pas toujours appliqué. Sinon, normalement, dès que le seuil des travaux, le montant des travaux atteint 700 millions, il faut normalement faire un concours d'architecture, en tout cas actuellement. Mais vous êtes en train de nous dire que parfois, il y a des travaux, des chantiers avec des montants qui excèdent ce chiffre, mais oui, dont on ne fait pas d'appel d'offres. Je vous donne des exemples. Concours d'architecture. Je vous donne 2 exemples. Il y a eu récemment un appel d'offres, je pense que c'était pour une cité universitaire à Dori. Le montant des honoraires des lauréats était à 900 millions, donc je pense que le montant des travaux c'était 16 milliards. Il n'y a pas eu de concours. En fait, les gens ont souvent des faux fuyants. Lorsqu'on leur rappelle l'article 57, ils disent que non, l'article 57 du décret 49, c'est quand c'est financement budget national. Alors que non, l'article 57 ne fait pas de précision. L'article 57 n'a jamais dit que bon, quand c'est un financement Banque islamique de développement ou BOAD, en ce moment, non. Quand pour un tel projet, il n'y a pas de concours d'architecture, oui, comment est-ce qu'on choisit l'architecte? Voilà, ça aussi, c'est un point d'achoppement que nous avons avec nos amis de l'ARCOP, pas de l'ARCOP, en tout cas de ceux qui réglementent les marchés publics. On demande le nombre de références. On dit le nombre de références. C'est-à-dire, si j'arrive à présenter, on dit nombre de références pertinentes. 10 références pertinentes, on me donne le marché. Référence, c'est quoi pour nous téléspectateurs? C'est-à-dire des travaux similaires que j'ai déjà fait, d'ampleur similaire. L'expérience. Voilà. Et ça pose beaucoup de problèmes. Premier problème, c'est qu'avec ce système-là, les jeunes n'ont jamais leur chance. Si tu sors, il faut bien que quelqu'un te fasse confiance à un certain moment pour te donner des marchés, pour que tu accumules des références. Deuxième problème de ce mode de passation-là, c'est que la compétence n'y est pas. La compétence n'y est pas. Et je prends un exemple simple. Je suis sorti, grâce à mes relations, j'ai pu accumuler rapidement 10 références pertinentes. Donc, ces 10 références-là, je les utilise désormais pour avoir d'autres marchés, sans pour autant être compétent. Donc, c'est un système, en fait, qui ignore carrément la compétence. Et c'est ça qui le système actuel qui demande le nombre d'expériences pertinentes. Là. Franchement, dans la prochaine relecture, cher ami Bakorba, il faudra revoir ça et placer la compétence au centre du jeu. Ça, on était au niveau des passations des marchés. Oui, allez-y. Il avait parlé l'architecte avait parlé de transparence. Vous avez voulu, en fait, qu'il explique. Mais je dirais beaucoup plus que je peux parler d'injustice. Injustice. Et ça, il y a des cas, par exemple, qu'on peut en fait relever. On a lancé, par exemple, les marchés et on dit, celui, en fait, qui a une entreprise qui vient d'être créée peut postuler, mais les anciennes entreprises ne peuvent pas. Vous êtes au courant de ça. Parce que dans les appels d'offres, on dit que les entreprises dont l'agrément n'a pas 3 ans d'ancienneté et ne doit pas fournir en fait de chiffres d'affaires ni de références similaires. C'est ce qui est écrit dans les DAO. Pourtant, on lance les marchés là de milliards. C'est-à-dire que l'entreprise qui est créée hier peut postuler, mais l'entreprise qui a 10 ans ou 20 ans d'existence, qui travaille, qui a en fait un chiffre d'affaires qui ne couvre pas, il ne peut pas, mais en fait, l'entreprise qui a été créée hier peut en fait réaliser. Ça fait que vous allez voir en fait que depuis 2015 à maintenant, en tout cas dans notre domaine, 80% des marchés ont été attribués à des entreprises dont l'agrément date de 2015 en venant. 2015, 2016, 2017 en venant. Ça dit que c'est depuis, disons les choses claires, c'est depuis l'avènement en fait du nouveau régime que
en fait, la plupart des marchés ont été octroyés à des entreprises créées sous ce régime. Mais si ces entreprises sont compétentes, il n'y a pas de problème. Ce sont des entreprises burkinabées. Je parle en fait d'injustice, puisqu'on dit que en fait, la nouvelle entreprise peut postuler, mais les anciennes entreprises ne peuvent pas. Ce sont les tests qui le disent. Mais justement, ces tests, on parle d'injustice. Je parle d'injustice. C'est une exclusion arbitraire, forcément pour favoriser des amis. Sinon, techniquement, ça ne s'explique pas. Monsieur Bakorba. Non, je crois qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. Alors, la disposition qui permet aux nouvelles entreprises, ce qu'on appelle les entreprises naissantes, de pouvoir se prévaloir des expériences et des compétences du personnel cadre de l'entreprise pour pouvoir participer à titre concurrentiel, au même titre que les anciennes entreprises, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis 2003, la disposition existe. Voilà. Et donc, ça va m'étonner que dans un dossier d'appel à concurrence, on interdise aux entreprises qui ont plus d'expérience de participer à une procédure au profit des entreprises naissantes. Alors, si vous avez connaissance de telles dispositions, de tels critères dans un dossier d'appel à concurrence, en vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, alors c'est un dossier qu'il faut contester auprès de l'ARCOP. D'accord. Voilà. On va évoluer rapidement. Je vais lui dire, en fait, on ne dit pas les anciennes entreprises sont exclues. On ne les interdit pas. Oui. On dit, par exemple, on lance le marché, on dit le chiffre d'affaires, c'est de 700 et moyen annuel des 5 dernières années, c'est de 1 milliard. Les entreprises qui ont travaillé depuis, ils ont peut-être 950 millions, non pas le milliard. Mais maintenant, celles qui viennent d'être créées n'ont pas besoin, en fait, de fournir ce chiffre d'affaires. C'est-à-dire, de fait, on exclut, en fait, de fait, mais on ne les interdit pas. Alors, ça, c'est juste une précision. Allez-y. Cette disposition, elle élève de ce qu'on appelle les standards internationaux. On recherche les références les plus récentes. On est dans un domaine où les choses évoluent. Et généralement, quand vous prenez les dossiers, même pour les bailleurs de fonds, vous allez voir que ce sont les références des 3 dernières années qu'on demande. Donc, si on part demander des expériences d'il y a 10 ans, 15 ans, avec aussi l'évolution des exigences du secteur, est-ce qu'une expérience de 10 ans peut toujours valoir aujourd'hui? D'accord. Voilà. Oui. Non, sur ce point-là, je pense que ce n'est pas la peine qu'on tourne autour du pot. C'était des cas qui étaient vraiment réels. C'est-à-dire que... Mais en son temps, ils se sont basés sur des conclusions de rapports des États généraux. Donc, il n'y avait pas quelque chose même d'arrêté, de défini. Bon, ils s'en sont servis pour exécuter ces travaux-là, mais c'est vrai, comme a dit mon voisin, les anciennes entreprises ont été exclues. Et puis, si bien qu'on traîne ces casseroles-là jusqu'à présent, quand vous n'avez pas eu de marché à exécuter, vous n'avez pas de référence, les textes sont faits de sorte que, bon, vous êtes exclu d'office, mais sinon, on ne vous interdit pas de postuler. C'est une exclusion voilée. Voilà. On vous force à ne pas participer à... Oui, mais ça, c'est pas bon, gagné. Si les textes le permettent, il n'y a pas de souci, on ne peut pas. C'est une question de texte. Il n'y a pas de texte. Et d'interprétation. Non, c'est les dossiers types. Les dossiers types sont clairs. Nos dossiers types sont des dossiers types transposés à partir des dossiers standards de l'UEMOA. Et dans ces dossiers standards-là, ça a été calibré 3 dernières années. D'accord, on va évoluer, sinon on va être trop dans le technique, voilà, et ça risque de perdre. On va évoluer avec le processus, c'est-à-dire une fois le marché attribué, la suite c'est quoi? On a choisi l'entreprise qui doit exécuter le marché. La suite c'est quoi maintenant? Alors, je précise qu'au moment où on sélectionne l'entrepreneur principal chargé de l'exécution, alors on sélectionne en même temps un maître d'œuvre chargé du suivi de la bonne exécution des travaux. Donc, lorsque les marchés sont approuvés, il y a des ordres de service qui sont émis, non seulement pour le maître d'œuvre, mais aussi pour l'entrepreneur principal. Et donc,
l'entrepreneur principal. C'est qui le maître d'œuvre? C'est quoi le maître d'œuvre? Le maître d'œuvre, c'est le bureau. Voilà, le bureau est chargé de suivi contrôle. Voilà. Voilà. Très important Suivi de le contrôle préciser. technique. Qui le choisit? Alors, Vous allez parler tout à l'heure. Oui, Quand on allez-y. dit maître d'œuvre en général, c'est l'architecte. Ah, c'est l'architecte qui est le maître. C'est En lui qui a général. fait la conception, c'est le maître d'œuvre. D'accord. Ensuite, dans la phase maintenant de construction, l'architecte intervient également pour la supervision de l'œuvre, mais il intervient avec un ingénieur aussi. C'est ça. Et l'ingénieur aussi, il a fait aussi les études techniques et il intervient aussi dans la supervision. On a d'autres acteurs qui interviennent, bien sûr. On a le bureau de contrôle et qui porte la garantie, voilà. On va dans les détails de Tout à tout fait, cela, parce tout qu'il faut à qu'on fait. comprenne un peu ce que c'est que le contrôle, qui fait le contrôle. Donc, vous dites que le maître d'œuvre, c'est Voilà. celui qui est chargé Donc, de faire le suivi. c'est ça. Et évaluation. Puisque dans le dossier qui a été conçu pour la sélection des entreprises, il y a les cahiers de charges qui y sont. Et donc, le cabinet qui a été sélectionné pour le suivi contrôle est chargé de veiller au respect du cahier de charges. Et qui choisit ce cabinet de suivi et contrôle? C'est toujours le maître d'ouvrage. C'est-à-dire le ministère, dans notre cas, Voilà, ici, le ministère, qui choisit le bureau de contrôle, le bureau de qui contrôle. est chargé de contrôler Voilà, la mise en toute œuvre. l'exécution C'est ça. du travail. D'accord. Je pense que c'est assez clair. C'est ça. Et à quel niveau, vous l'avez dit, ce bureau de contrôle, elle est composé de qui et de qui? De quoi? De quelle personne? Alors, bon, ça peut être un ingénieur, voilà, ou un bureau d'ingénieurs avec plusieurs expertises, sont chargés de veiller. Ou bien à la- l'architecte? Ou, voilà, ça peut être un architecte, voilà, qui va veiller, en tout cas, à la bonne mise en œuvre, voilà, du cahier des charges. Du cahier des charges. Donc, veiller à la qualité des matériaux, veiller à la qualité des procédés de mise en œuvre, voilà, et il constitue un intermédiaire entre le maître d'ouvrage et puis l'entrepreneur à la principale. Attendez, on va aller pas à pas. Un intermédiaire entre l'entrepreneur, c'est-à-dire l'entreprise qui est chargée de faire, qui a été choisie C'est ça. pour faire les travaux, et le Le propriétaire du chantier, c'est-à-dire, dans notre cas, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ça. Donc, le bureau de contrôle, il contrôle comment les choses se passent, le matériel aussi, c'est ça? C'est ça. Le fait et tout. Alors, et peut-être, Ok, comme il y a un allez-y. technicien. Oui, allez-y, parce qu'il faut que ça soit clair. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont C'est oubliés ça. dans la chaîne, en fait. Oui, allez-y. Alors, je vais aller sur un exemple concret. Voilà. Le ministère de l'enseignement, on l'appelle le maître d'ouvrage. Le maître par d'ouvrage, exemple. Voilà, d'accord. c'est lui qui commande l'ouvrage. Il y a un acteur très important dont vous ne parlez pas depuis le début, ça s'appelle le maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué, il y en a dans le privé, bon, il y en a aussi public qu'il y en a. En fait, ça veut dire le maître d'ouvrage, il délègue, en fait, il délègue tout en fait au maître d'ouvrage délégué. Donc c'est le maître d'ouvrage délégué en général qui recrute tout le monde. Je dis tout le monde. Il recrute l'architecte, il recrute l'ingénieur, il recrute l'entreprise principale ainsi que les entreprises secondaires. Donc c'est le maître d'ouvrage délégué dans le cas du Burkina, hein, parce que d'un pays à l'autre les acteurs peuvent arriver. Mais dans le cas du Burkina, c'est les maîtres d'ouvrage délégués en général qui chapeautent tout. Et donc ils recrutent tous les autres acteurs et c'est eux qui contrôlent en fait le travail de tous les autres acteurs sur le chantier. Bon, et puis il faut éviter des bureaux de contrôle, parce que le bureau de contrôle, c'est autre chose. C'est Bureau Veritas, c'est APAF, ça c'est autre chose. C'est différent de ceux qui font la supervision. Et la supervision des travaux, ça peut être fait par un cabinet d'architecture ou bien un cabinet d'ingénierie. À un moment, il y avait une bagarre, mais c'est rentré dans l'ordre. Chacun des deux peut faire, il n'y a pas de souci maintenant. On peut même être dessus le chantier, on ne fait plus de bagarre. Donc, l'autorité contractante décide, choisit un maître d'ouvrage délégué, qui lui à qui délègue tout, même le pouvoir, lui donne d'accord. tout. Et puis c'est lui qui recrute veille à ce que tout le monde aille sur le travail. Voilà. Maintenant, on va aller... Une précision. Oui, allez-y. Une précision par rapport... La délégation n'est pas systématique. D'accord. Tout à fait. Voilà. C'est lorsque le maître d'ouvrage estime que pour des raisons techniques, pour des raisons de célérité et pour des raisons de manque d'expertise en son sein, on peut déléguer. Sinon, elle n'est pas systématique. Voilà. Donc, le maître d'ouvrage lui-même... Voilà, il peut conduire tout son processus sans avoir recours à un maître d'ouvrage délégué. On va arriver à la phase du contrôle. C'est une phase très importante parce que c'est à partir de cette phase que beaucoup de problèmes se posent. À la phase du contrôle. Combien de types de contrôleurs on peut avoir sur un chantier comme celui-là? Est-ce que l'entreprise a ses contrôleurs et est-ce que le maître d'ouvrage aussi a ses contrôleurs?
Alors, ça, c'est une question plus technique. Je peux répondre, mais je crois que... mais faites-le simplement. Voilà, faites-le simplement. Il y a On va aller pas à pas pour qu'on puisse lui, comprendre. il peut mieux répondre. Je préfère que M. Ouedraogo puisse réagir sur la question. Oui, sur le chantier, s'il y a un maître d'ouvrage délégué, lui, il a déjà ses contrôleurs. Il a déjà ses contrôleurs. Oui, qui contrôlent tout le C'est-à-dire monde. que, alors pas à pas, c'est-à-dire que ce sont les contrôleurs de celui qui... Du maître d'ouvrage délégué. Du ministère de l'enseignement non, supérieur c'est ici. pas du... Non, alors... S'il n'a pas délégué... On suppose qu'il n'a pas délégué. On y va. Parce que de toutes les manières, le maître du délégué répond du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, sautons cette étape et allons-y. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur a ses contrôleurs. Tout à fait. D'accord. Qui participent aux réunions hebdomadaires et mensuelles avec nous. D'accord. Ensuite, si c'est un cabinet d'architecture ou d'ingénierie qui est en charge de la supervision, lui aussi, il a son superviseur. Il peut avoir des contrôleurs à pied d'œuvre aussi. Voilà. Et qui les recrute? Et c'est lui, bien sûr, puisque ils répondent de lui, en fait. Voilà, et ils répondent de l'entreprise, c'est ça? Ils répondent de... Si c'est le cabinet d'architecture ou d'ingénierie, ça veut dire ces gens-là répondent de lui. Voilà. Donc, il y a deux types de contrôleurs. Il y a le contrôleur du ministère de l'enseignement supérieur, qui est le maître d'ouvrage, et puis il y a le contrôleur de l'entreprise qui exécute le marché. Et il y a un autre contrôleur, c'est d'eux je parlais, qui font la garantie bâtiment, Jean Bureau Veritas ou bien APAV, il y en a. En fait, eux qui les recrutent. Eux, c'est le maître d'ouvrage qui les recrute. C'est le maître d'ouvrage. Ils ont un contrat avec le maître d'ouvrage. Et leur rôle est très très important. C'est pour ça que j'insiste sur eux. Parce que par exemple, dans le cadre du coulage d'une dalle, alors si on fait le ferraillage, alors le bureau de contrôle, s'il est là, c'est Bureau Veritas, c'est APAP, ils doivent réceptionner le ferraillage selon les plans de ferraillage de l'ingénieur. Et c'est eux qui réceptionnent en fait. Voilà. Et nous, on est là, voilà, l'architecte ou l'ingénieur, eux, ils sont là, ils regardent, mais c'est le bureau de contrôle qui donne le quitus pour dire que le ferraillage respecte les plans qui ont été faits. Voilà. D'accord, c'est le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle est très, très c'est-à-dire le bureau de important. contrôle qui répond du ministère de l'enseignement supérieur. Il y a le LNBTP, lui, c'est plutôt contrôle qualité des matériaux. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Qu'est-ce que les contrôleurs contrôlent sur un chantier? La qualité du sol, du fer, du sable, du béton, du bois, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Bon, on va résumer, on va dire la bonne exécution des travaux, conformément au plan exécuté et validé par le bureau de contrôle, sous la supervision, bien sûr, du maître d'ouvrage. D'accord. C'est technique, mais on va permettre à notre téléspectateurs de comprendre. C'est pourquoi je prends toujours l'exemple concret. D'accord. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé le projet. On a choisi l'entreprise qui doit exécuter la construction d'un amphithéâtre. L'entreprise commence le travail sur le chantier, en train de construire. Chaque matin, nous, les habitants, on passe, on voit, ça creuse, il y a des machines et tout ça là. Sur ce chantier-là, qu'est-ce que les contrôleurs viennent contrôler? C'est de cela qu'il s'agit, parce qu'après, on va venir poursuivre les causes des différents accidents. Qu'est-ce que le contrôleur vient, qu'est-ce qu'il contrôle, comment il fait le contrôle, comment les choses se déroulent? C'est la question que je voudrais poser. C'est encore moi? D'abord, vous pouvez prendre la parole aussi. C'est toujours qui prend la parole. Oui, non, vous pouvez la prendre. Si vous voulez ajouter des choses, vous pouvez la prendre. Il n'y a pas de souci. En général, on demande à l'entreprise d'apporter un échantillon de tous les matériaux qui comptent mettre en œuvre. D'accord. Alors, il apporte l'échantillon et les services de contrôle, etc., l'approuvent. S'il l'approuve, ben, il livre le chantier, il apporte les matériaux sur le chantier, conformément à l'échantillon. S'il y a un problème maintenant, là, ça c'est autre chose. Mais une fois que l'échantillon, c'est identique à l'échantillon, l'entrepreneur il est dédouané déjà. Donc ça veut dire que quand vous parlez d'échantillon, ça peut être l'échantillon du fer, du sable... tous les matériaux qui interviennent dans la construction. Dans la construction. On lui réclame un échantillon. Et là, le bureau du contrôle, il contrôle pour voir la qualité. Si c'est conforme, si c'est conforme à ce qu'il y a dans les cahiers des de charges. D'accord. C'est bon? Vous voulez ajouter quelque chose, M. Bakorba? Oui, bon, je voulais dire que ça dépend de l'envergure du chantier. Il y a des chantiers où on n'a pas vraiment tous ces acteurs. Alors, quand il n'y a pas de plan assurance qualité dans la mise en œuvre des travaux, alors on n'a pas besoin de bureau de contrôle. On aura tout simplement un ingénieur ou un technicien supérieur qui est chargé de superviser que les travaux qui sont réalisés sont conformes au cahier des charges. C'est ça. Mais à quel niveau le contrôleur peut remarquer
que ce qui a été inscrit dans le cahier des charges n'est pas conforme à ce qui se passe sur le terrain? À quel moment? Bon, je pense que on a passé la phase des préliminaires. Maintenant, on peut rentrer dans Voilà, le vif du dans le vif du sujet, allez-y. Alors, un chantier, c'est un véritable jeu de cache-cache. D'accord. Voilà. Parce que dans tout domaine où quelqu'un est chargé de superviser le travail de l'autre, c'est un véritable jeu de cache-cache. Ça, il faut le dire. Alors, il y a les plans. Déjà, il faut dire que les plans, tout plan qui doit être sur le chantier, ce sont des plans qui sont approuvés. Voilà, un plan qui n'est pas, s'il y a un bureau de contrôle qui n'est pas cacheté par le bureau de contrôle, il ne doit pas se trouver sur un chantier. Ensuite, j'ai entendu tantôt parler de responsabilité, c'est très important. Et c'est le fonctionnement même du chantier. Un de nos profs disait à l'école, même si quelqu'un tousse sur le chantier, il faut faire un PV. Voilà. Ce sont les PV qui font foi. Par exemple, actuellement, s'il y a une enquête, dans le cadre d'un projet, on n'a même pas besoin d'interroger les hommes parce que chacun va tirer la couverture de son côté. Ce sont les PV qui font foi. Il faut faire des PV de tout, des réunions hebdomadaires, des réunions mensuelles, des réunions techniques temporelles, des réunions, des réceptions. Voilà, des réceptions, des levées de réserve et tout. Il faut faire des PV de tout. Il ne faut pas dire on est habitué. Non. Un chantier, on parle avec des preuves, on parle avec des PV. Là, ça permet de dégager la responsabilité de tout un chacun en cas de problème. Voilà. D'accord. Alors, juste pour ajouter, je ne suis pas un technicien du domaine, mais connaissant un peu le processus. Alors, le contrôleur qui est sur le chantier, lui, il doit réceptionner tout ce qui est livré comme agrégat, comme matériau, pour s'assurer que c'est conforme. Voilà, Donc, ce que vous voulez dire, c'est que le contrôleur, s'il y a du chargement de sable, par exemple, il faut qu'il soit là. Alors, si c'est versé, il doit s'assurer que c'est du bon sable. Mais est-ce qu'il est toujours là? C'est de cela que je parlais. C'est un véritable jeu de cache-cache. C'est un véritable jeu de cache-cache. Nos superviseurs à pied d'œuvre, normalement, en tout cas, ils sont là à chaque moment. Mais il arrive vraiment qu'on se fasse... La question que je pose, c'est celle-là. L'entrepreneur a dit... Le monsieur peut être à pied d'œuvre et puis il va y avoir du jeu de cache-cache. Okay. Je n'étais pas là. Ça signifie quoi à pied d'œuvre? C'est-à-dire le contrôleur qui est sur le chantier 24 heures sur 24. Je vais donner un exemple concret. Je vais donner un exemple concret où, par exemple, le ferraillage a été réceptionné. Et il y a eu des réserves, il faut lever les réserves. Et l'entreprise dit par exemple que bon, ils vont lever les réserves. Normalement, après, on doit réceptionner encore pour constater la levée des réserves avant que l'architecte ou l'ingénieur qui supervise ne donne l'ordre de coulage. Mais si tu t'absentes, par exemple, ils peuvent dire c'est le lendemain, et les gens se cachent couler nuitamment. Ça se fait. D'accord. Je parle vraiment en connaissance de cause. Adam, avant d'avancer, pardonnez-moi, chaque fois j'insiste parce que moi, je considère que je suis un analphabète des BTP. Quand vous dites il y a des réserves, il faut lever les réserves, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le contrôleur, qu'est-ce qu'il a remarqué et qu'est-ce qui se passe? Alors, les réserves, c'est quand, par exemple, dans le cas d'un ferraillage, ce que l'entreprise a fait n'est pas conforme au plan de ferraillage de l'ingénieur, par exemple. Donc, quand le bureau de contrôle vient avec l'architecte, on constate et puis on leur fait les observations. On fait un PV, voilà, avec tout ce qu'il faut corriger. Et on demande à l'entreprise de changer. De corriger. Et ce que vous dites, c'est que parfois... Alors, parfois, ils sont un peu réticents à corriger et il faut vraiment être vigilant. Parce qu'une seconde d'inattention, les gens sont capables de couler une dalle avant que vous n'ayez donné l'ordre. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que je dis on ne travaille qu'avec des PV. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que... Oui, allez-y. Ce que je veux dire ici... Parce que là, c'est les entrepreneurs que vous accusez. Hein? Oui. Oui. On est ensemble, on va s'entendre. S'il y a des corrections à faire... Tout à fait. D'abord, c'est mentionné dans un PV. Dans un PV, tout à fait. Ce que je veux faire remarquer aux téléspectateurs, c'est que dans chaque décision, toute décision a une incidence financière. C'est ça qui est le problème. Ce que l'ingénieur va venir dire, ce que le contrôleur va venir dire, ce que tout intervenant peut dire sur le chantier a une incidence financière. Alors,
autant l'entrepreneur s'assume, autant l'ingénieur ou le contrôleur doit s'assumer. Parce que vous ne pouvez pas être là en train de retarder l'entrepreneur dans son activité, etc., alors que vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit. C'est lui qui endosse. Et il a bien dit tout d'être mentionné dans un PV. S'il a coulé la dalle, venez mentionner dans le PV qu'il a coulé la dalle sans lever la réserve. Des fois, les réserves aussi peuvent être des réserves mineures. C'est ça le problème. Mais il peut y avoir les réserves sont... Est-ce qu'il y a des réserves mineures? Ah, si, il y en a... Non, il y a des réserves... Une réserve, c'est une réserve. Je suis d'accord avec vous. Mais à ce moment, l'entrepreneur engage sa responsabilité. Et puis, il coule la dalle. S'il y a un sinistre, il répond. S'il n'y a pas de sinistre, il aura raison. Mais le sinistre peut subvenir après. Oui, à ce moment, il adosse la responsabilité. Monsieur Dabo, si vous permettez, je vais faire juste 2 précisions parce que quand on est suivi par les téléspectateurs, il faut vraiment les éclairer. C'est un peu sur la qualité des matériaux. On en a parlé tantôt. Et tantôt, j'en avais parlé. Vraiment, il circule sur le marché aujourd'hui des matériaux de très mauvaise qualité, notamment le fer. Et les entrepreneurs sont là et peuvent le confirmer. Le diamètre n'est pas le bon. On cherche du fer normalisé. Vraiment, je profite de votre plateau pour attirer l'attention de tous là-dessus. Voilà, vraiment, la qualité des matériaux de construction aujourd'hui, ça laisse à désirer. Deuxième précision que je vais faire, et encore peut-être monsieur Touré ne sera pas d'accord avec moi, c'est que la qualité des agrégats est très importante. Au Burkina, par exemple... C'est quoi les agrégats? Les agrégats, bon... Tout ce qui intervient dans la construction. Voilà. Non, je dis parce qu'il faut qu'on comprenne. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un agrégat. C'est pas pour le plaisir, par exemple, on va aller chercher le sable à Manga ou bien la brique rouge à Dédougou. Vraiment, c'est la qualité. Or, il se trouve que dans certaines régions sont connues comme ayant des agrégats de mauvaise qualité. Voilà, donc vraiment, je profite à attirer l'attention aussi des uns et des autres là-dessus, notamment quand il n'y a pas... Mais tout cela doit être contrôlé par le contrôleur. C'est ce que M. Bakoba disait, il n'y a pas toujours tous les acteurs dans un projet. Ça dépend vraiment de la taille du projet, en fait. Sur un projet de construction d'école, on n'a pas de bureau de contrôle. Bon. Oui, mais il y a quelqu'un qui contrôle quand même. Tout à fait. On n'a pas un bureau de contrôle, mais il faut des gens qui contrôlent. Parce qu'après, il y a des morts d'hommes. C'est important, ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes à une phase importante de l'émission. C'est-à-dire qu'on a choisi l'entreprise et tout ça. On peut dire qu'il y a eu peut-être des combines, mais au niveau de l'exécution du marché, il y a des contrôleurs qui doivent contrôler étape par étape. Est-ce que ces contrôleurs font leur travail? Est-ce que ces contrôleurs peuvent subir des pressions? Est-ce que ces contrôleurs peuvent être absents? Est-ce que ces contrôleurs peuvent être corrompus pour valider ce qui n'est pas validable? Nous sommes au cœur du sujet maintenant. Donc il faut que les langues se délient. Ouais, voilà, c'est important parce que la problématique, elle est vraiment essentielle, et très importante pour le développement de notre pays. Alors moi, personnellement, je ne peux pas concevoir qu'on fasse des réserves sur un procédé de mise en œuvre. Et au détour du contrôleur, l'entreprise fasse autre chose. Alors, si le contrôleur fait son travail normalement, alors ce travail-là qui a été fait sans contrôle, sans validation, sans ordre, on doit casser. On doit détruire. Voilà. L'entreprise le fait à ses risques et périls. Parce que si le contrôleur aussi se tait, alors s'il y a un sinistre, s'il y a un incident, alors on va l'interpeller. S'il a pris le soin aussi d'aviser l'autorité contractante pour dire, au moment de la mise en œuvre, j'ai fait un constat sur des malfaçons. Mais l'entreprise n'a pas daigné lever les réserves. Alors si l'autorité contractante ne fait rien, ça aussi, la responsabilité sera à son endroit. Et quels sont les cas de figure possibles? C'est-à-dire, est-ce que le contrôleur peut dire à l'autorité contractante, voici ce qui n'a pas marché, mais l'entreprise a continué? Est-ce que l'autorité contractante peut laisser continuer les activités avec l'aval, avec une entente avec l'entreprise? Est-ce que ça peut arriver? Ce sont des cas de figure possibles. Oui, tout à fait. Je pense que M. Touré a un peu introduit ce point-là en disant que toute action a une incidence financière. Parce que rapidement, on parle d'Avena. Rapidement, on va accuser quelqu'un de bloquer le travail. Rapidement, on va dire que quelqu'un ne laisse pas le travail avancer correctement. Donc, les missions de certains comme nous sont souvent vraiment très, très difficiles. Si tu es très rigoureux, on trouve que tu retardes le travail. On trouve que tu fais perdre de l'argent à l'entreprise ou au maître d'ouvrage. Oui, allez-y. Quand vous écoutez tout cela,
Vous comprenez qu'au moment de l'attribution du marché, il y a des possibilités de ruser avec les textes. Tout à fait. Au moment du contrôle, il y a des possibilités que les contrôleurs eux-mêmes soient mis entre parenthèses. M. Touré l'a presque dit. Si l'entrepreneur voit ou pense que le contrôleur est en train de le retarder, de lui faire des dépenses superflues, il peut le mettre de côté. Pendant que Koudougou croulait, à Gawa, on a cherché un contrôleur. D'un chantier. D'un chantier, du même genre, pour l'université de Gawa. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'il est excessif dans son contrôle. Trop rigoureux. Trop rigoureux dans son contrôle. Parce que, comme M. Touré l'a si bien dit, tout est question d'argent. Tout est question donc, soit d'économiser, soit même de tricher. Parce que si le contrôleur peut dire qu'il fait une réserve, en fait, quand il fait une réserve, là, pour dire mot simple, ça veut dire qu'il a dit que le matériel qui est là, n'est pas bon. Il n'est pas conforme, ou bien que la façon d'attacher les fers n'est pas conforme au plan qui a été prévu pour la construction de... Parce que l'espace même entre les fers, ça peut jouer sur la solidité du fer, du béton qui sera coulé. Donc si le contrôleur dit que c'est pas bon et l'entreprise outrepasse et coule le béton, M. Bakoba a dit, il faut casser. Si on veut être rigoureux, il faut casser. Et si on casse là, ça veut dire que tout ce qui a été dépensé là, c'est 0 franc. Et les dépenses retombent sur le dos de qui maintenant? L'entrepreneur, puisque c'est lui qui a dit qu'il a outrepassé. C'est pas à tout moment qu'on peut casser aussi. Voilà. Il va prendre la parole. Tout à l'heure, l'architecte a dit que tout doit être mentionné dans un PV. S'il y a un problème, vous devez retrouver ça dans le PV. C'est clair. Oui. Donc, vous ne pouvez pas venir dire... C'est-à-dire que le contrôleur, il écrit tout. Oui, il écrit. Même s'il y a un problème, normalement... On doit retrouver le PV. Et si rien n'est dans le PV, c'est que tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Alors, cela veut dire que, est-ce que dans la chaîne, dans le processus, il peut arriver, pardonnez-moi d'aller plus loin, il peut arriver que l'entrepreneur et le contrôleur puissent s'entendre pour laisser passer un certain nombre de choses? Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Ça doit être ça qui se produit le plus souvent. Hein. Et donc, on n'est pas dans le PV. C'est ça. Non, il peut mettre dans le PV que, par exemple, il a vérifié ça, mais après, il peut mettre dans un autre PV que ça a été corrigé. C'est quand il y a la complicité entre les acteurs. Ah, d'accord. Quand ils sont complices là, Ils s'entendent. quand vous allez venir regarder tous les textes. C'est-à-dire que l'entrepreneur, le contrôleur, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que celui qui est propriétaire du chantier peut s'entendre, faire des PV, noter, après dire que ça a été corrigé. Jusqu'au bout. Sauf qu'il y a un contrôleur naturel, lui, on ne peut pas le convaincre. C'est qui le contrôleur naturel? C'est la nature. Quand... Oui, allez-y. Oui. Ce que moi je vais dire... L'entrepreneur. C'est rare quand même qu'on ait des sinistres. Hein. Et quand il y a un sinistre... non, maintenant c'est le plus rare. Hein. S'il vous plaît. C'est des centaines. S'il vous plaît. Ah bon? Ah oui. Non, s'il vous plaît, soyons modérés. Vous allez avoir la parole tout à l'heure pour expliquer. Allez-y. Et si vous intervenez, il faut savoir aussi que la pression est de tous les côtés. Hein? Quand on recrute l'entreprise pour aller faire le travail, tout à l'heure, on a dit que c'est sur son expérience. C'est parce qu'on dit qu'il a déjà fait le travail là quelque part. Tu as une certaine capacité technique et financière pour faire le travail. Pourquoi un milieu va douter sur toi? Pourquoi au milieu du travail, on va douter sur cette capacité financière et technique là qu'on t'a octroyée au démarrage? Pourquoi? Sauf si, oui, depuis le début de l'octroi du marché, il y a eu des difficultés. Maintenant, ce que je vais faire comprendre, autant on dit que l'entrepreneur peut faire certaines choses, mais on est tous des humains. Le contrôleur aussi est un humain. Des fois aussi, il fait une fausse pression sur l'entreprise. Hein? Ah, d'accord. Ben oui, du chantage. Il fait du chantage sur l'entreprise. Il y a des cas aussi. Le contrôleur peut faire du chantage sur l'entreprise. Il faut vous dire que tout dépend de la foi. Quel genre de chantage? Quel genre de chantage, par exemple? De la foi de chaque acteur. Quel genre de chantage le contrôleur peut faire sur l'entreprise? Exemple.
Je ne sais pas, il peut venir demander de casser alors que ce n'est peut-être pas nécessaire de casser, et ainsi de suite. Il peut vous demander d'ajouter quantité d'armature alors que, bon, peut-être que ce n'était pas le cas, etc. Dans quel but il fait cela? Il cherche à se faire corrompre ou quoi? Je vous dis que tout est possible. Autant ils accusent les entreprises, autant les entrepreneurs aussi peuvent accuser. Disons les choses, appelons les choses par leur nom. Est-ce que le contrôleur, comme vous le dites, c'est possible, peut mettre une pression énorme sur l'entreprise, c'est-à-dire il y a des petites choses peut-être qu'on peut laisser passer. Les pressions sont possibles de tous les côtés. Voilà. C'est dans quel but un contrôleur peut mettre une pression sur l'entrepreneur? Dans quel but? Qu'est-ce qu'il recherche? Je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire le contrôleur qui met une pression sur l'entreprise, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il recherche, ce contrôleur? Lui aussi, il recherche quelque chose de la même manière que quand vous faites... Il recherche quelque chose, il faut le dire. Est-ce qu'il cherche à se faire corrompre, par exemple? Par exemple. Voilà, il faut le dire. Non, on accuse personne. On a pris les différents schémas qui font que parfois on arrive à des drames. C'est-à-dire qu'on a dit que parfois il peut arriver que l'entrepreneur ne respecte pas ce que le contrôleur dit, mais il ajoute que parfois aussi les contrôleurs font une pression excessive sur l'entrepreneur juste pour qu'à un moment donné, l'entrepreneur puisse appeler le contrôleur pour dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, on s'arrange et puis bon, on laisse passer les choses. C'est de cela qu'il est question, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc des deux côtés, c'est possible. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Il a dit on est des humains. On est des humains. Nous-mêmes, on est architectes. Tu ne sais pas ce que ton superviseur à pied d'œuvre fait entre-temps avec l'entreprise. Ça arrive, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui font du racket sur les entreprises. Voilà, des contrôleurs qui raquettent des entrepreneurs. Des contrôleurs, des architectes, des ingénieurs. Il y a beaucoup. On est des humains. On est des humains. Et on parle depuis longtemps. Tout le monde me connaît dans ça. On dénonce vraiment. La délinquance dans notre domaine, on dénonce. Et justement, je voulais profiter. Je pense que vous êtes allé un peu trop en besoin. Là, on est allé directement sur la construction. Alors que la sécurité d'un bâtiment, vous pouvez voir un bâtiment qui est arrêté. Le contrôleur naturel ne va pas faire tomber, mais par exemple en cas de sinistre, il y a des règles que la conception devait respecter. Si ce n'est pas respecté, les pompiers ne peuvent pas intervenir par exemple en cas de sinistre. Et la faute dans ce cas-là, c'est à qui? C'est à ceux qui ont recruté un architecte qui n'était pas compétent. Nous, on lutte depuis longtemps dans le domaine de l'architecture pour dire qu'il faut placer la compétence au milieu du jeu. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Les marchés sont donnés, ne sont pas toujours... Il n'y a que peut-être 10% des cabinets qui raflent toute la mise. Tous les autres sont là, on ne peut pas avoir de marché. Or, ce n'est pas les plus compétents. Bon, je prends un exemple concret. Le pire, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. On va construire des bâtiments au Burkina de R+8. De R+8, c'est-à-dire, je vous parle d'un ERP de catégorie 3. Un ERP, c'est un établissement recevant du public. De catégorie 3, il y a dans les entre 300 et 700 personnes qui vont y travailler par jour, c'est ça la catégorie. Et vous n'avez pas la voie de protection civile. C'est inimaginable. C'est quoi la voie de protection civile? La voie de protection civile, en fait, c'est la voie qui permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir. Voilà, si vous construisez un bâtiment R+8 sans voie de protection civile, ça veut dire c'est collé aux mitoyens sur 3 côtés, par exemple. En cas d'incendie, par exemple, comment ça se passe? Les gens vont te dire qu'il y a les cages d'escalier. Je vais intervenir sur les cages d'escalier après. Mais les pompiers, en entendant les pompiers, ils ne peuvent pas intervenir. Il y a des centaines de gens qui risquent de mourir calcinés. Et il y a des bâtiments comme ça au Burkina qui vont pousser. Voilà. Parce que ceux qui sont au contrôle de ces plans-là, ce n'est pas des personnes compétentes. On ne peut pas faire un IGH R+8. On parle d'un IGH en plus. Un IGH, il n'y a même pas la voie de protection civile. Et même dans les concours, on déclare de tels projets lauréats. C'est pour ça que tout le temps vous entendez les concours d'architecture qu'il y a du rififi. C'est truqué, c'est tellement truqué. Et tellement c'est devenu une pratique commune, il y a même des architectes qui sont spécialisés dans ça. Eux, ils ont décidé, ils ont un cabinet, mais ils ont décidé de ne plus faire d'architecture et ils sont membres de jury. Eux, ils vont juste dans les jurys pour... Voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas. Mais ils ne veulent plus faire d'architecture, ils veulent faire la correction des architectes. Mais moi, je pense que le problème de tout ça, franchement, peut-être on a peur de le dire, c'est la justice. Franchement. Parce que si les gens savaient, les gens se livrent dans le domaine du BTP à certaines pratiques inimaginables. S'ils savaient que, bon, si tu fais ça, tu vas répondre un jour, mais les choses allaient changer. Ouais. Voilà, le REN là qu'elle est là, je pense que vous avez certainement connaissance de beaucoup de dossiers qui ne vont nulle part. Oui, M. Nakanabo. En fait,
pas pour répondre à cette question, parce que c'est vrai. Parce que M. Touré a dit quelque chose que je tenais à relever. Il a dit que les drames sont rares. Non, M. Touré. Ils sont légion. On est tous là. Si on a réuni ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu trop de cas. Quand on a fait le point, ça c'est le ministre qui l'a dit, 170 édifices qui se sont écroulés. 170. Et parmi lesquels 110 de l'éducation. Le ministre des Infrastructures a fait le point. 500 barrages qui demandent à être réfectionnés. Parfois, il y a l'effet du temps aussi. Oui, mais les barrages, quelqu'un m'a dit, les barrages, comme les mobylettes, ça s'entretient. OK. Mais quand un barrage qui n'est pas vieux est emporté, et quand je venais à l'émission ici, une personne qui est technicienne de barrage me dit qu'aujourd'hui même, il y a un barrage qui a cédé. Aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est devenu récurrent. Les sinistres sont devenus récurrents et l'architecte me confirme que le pire est devant. Si on continue comme ça, si nous tous, nous n'ouvrons pas nos yeux pour regarder ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, on aura demain que nos yeux pour pleurer. La transition est tout trouvée pour la prochaine question. À qui la faute? Aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Qui est responsable? Qu'est-ce qui pourrait être les causes de ces accidents? Est-ce que c'est des erreurs humaines? Est-ce que c'est des erreurs techniques? Est-ce que aussi la nature, peut-être un vent trop fort, une forte pluie, malgré la qualité des matériaux, peut endommager un bâtiment et faire écrouler un bâtiment? À qui la faute? À quel niveau de responsabilité est-ce qu'on peut situer les différentes étapes? Je pense que la faute, c'est, je ne vais pas dire à qui, mais à quoi? Au laxisme. Franchement, le Burkina, c'est l'un des rares pays où personne ne répond jamais de ses actes. Quand même, on a construit un édifice public au Burkina à 16 milliards. Et ceux qui devaient y travailler, quand ils sont allés, ils ont dit que ce n'est pas fonctionnel. On a dû recasser cet édifice-là, refaire des travaux qui ont coûté près de 6 milliards supplémentaires. De quel édifice s'agit-il? Non, je ne vais pas donner. Vous avez dit qu'on n'accuse personne aujourd'hui. Non, ça avait dit à l'époque en conseil des ministres, mon ami Bakorba se rappelle. Non, c'était sous l'ancien régime, pour ne pas qu'on dise que j'accuse un régime. Non, je ne parle pas de... Il dit qu'on ne cite pas de nom d'entreprise privée. Oui. Mais on peut citer le nom d'un bâtiment. Non, si on dit le type d'équipement, ça peut être indexant. Non, on peut dire le nom du bâtiment sans le nom de l'entreprise. C'est un bâtiment public. C'est pas important. Mais ceux qui savent le savent, puisque c'était même passé... Ça avait été dit en conseil des ministres qu'il y allait avoir des enquêtes. Il n'y a pas eu d'enquête du tout. Il y a des travaux supplémentaires qui ont été refaits encore à 6 milliards. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais répondu. Et mieux, à un moment, quand certains de vos confrères se sont intéressés au sujet, c'est ceux-là même qui avaient mal fait ces travaux-là qui les ont traduits en justice. Voilà, le Burkina, c'est un pays qui marche carrément à l'envers pratiquement. C'est-à-dire, c'est ceux qui devaient se cacher, c'est eux-mêmes encore qui... Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un laxisme qui est trop fort. Quand même, il faut saluer des progrès qu'il y a eu. Et je suis content que la COP soit là parce que nous, on a beaucoup critiqué et vraiment, la COP a fait beaucoup d'efforts. Oui. Voilà. Justement, la COP, on continue dans le même canevas. À qui la faute? Parce que quand il y a des incidents, la COP mène aussi ses enquêtes. Vous avez dernièrement mené l'enquête en ce qui concerne le drame qui s'est produit à Dandé en mai dernier. Quand vous menez vos enquêtes, on ne va pas dire le contenu des résultats, mais de manière récurrente, quels sont les éléments de réponse qui montrent qu'il y a tel ou tel acteur qui sont remis en cause? Alors, il faut distinguer les causes des responsables. Voilà. Quelles sont les causes? Ce sont les facteurs justificatifs des incidents. Oui, allez-y. Voilà. Quand un bâtiment s'écroule, ça peut être il y a des malfaçons, la qualité des matériaux, la qualité des études, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qui est responsable de ça? Il faut maintenant aller sur la chaîne là pour situer les responsabilités. Est-ce que c'est au niveau de l'entrepreneur principal? Est-ce que c'est au niveau des agents administratifs qui ont fait la passation du marché? Est-ce que c'est au niveau du contrôleur? Est-ce que c'est au niveau du bureau de contrôle? Ainsi de suite, ainsi de suite.
Alors, donc, il faut distinguer les causes des responsables. Alors, vous avez cité un certain nombre de situations et vous demandez quelles sont les causes qu'au niveau de l'ARCOP, nous décelons par rapport à nos transports d'enquête. Alors, il faut se dire que quand un incident intervient, la première des choses, c'est récolter les faits. On récolte les faits, on émet les hypothèses scientifiques qui peuvent justifier ces incidents-là et on procède à la vérification pour pouvoir situer les responsabilités. Et ce processus, ça peut prendre du temps, puisqu'il faut faire des croisements, il faut faire des recoupements, il faut aller même à des expertises pour pouvoir situer les causes et déterminer les responsables. Et donc, M. Ouedraogo l'a dit tout de suite, vous avez mis l'accent seulement sur les bâtiments qui s'écroulent. Mais il y a d'autres choses que ça. Les malfaçons sont légion. Il y a des bâtiments, à la limite, qui tiennent difficilement. Tu vois s'écrouler aussi, ça Bon, avec le temps. Et en cas de sinistre, il y a certains bâtiments publics, vraiment, il y aura des dizaines de personnes qui vont rester bloquées et les pompiers même ne pourront pas intervenir, qui ne répondent pas aux normes. Déjà, il faut faire un audit des bâtiments publics. Ok, donc je termine. On va venir aux solutions tout à l'heure. Voilà, je termine sur la question de la responsabilité là, de ces malfaçons, de ces mauvaises exécutions. Je veux dire, ça incombe à tout le monde, que ce soit l'administration, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile. Au niveau de l'administration, il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Peut-être, déjà, je suis en train de débaucher des pistes de solutions, mais il faut que ceux qui sont chargés des opérations de passation des marchés publics et de faire le suivi administratif de l'exécution des marchés soient à la hauteur. Et qu'au niveau du privé, il faut qu'au-delà de la recherche du lucre, du bénéfice, il faut aussi veiller à son image. Il y a des entreprises qui exécutent, je ne dis pas toutes les entreprises, heureusement, qui exécutent les marchés juste pour tirer un bénéfice. Ce que le bâtiment va advenir après ça, c'est pas leur souci. Et au niveau de la société civile, quand on part exécuter, par exemple, un marché dans un village, vous voyez que le ciment, les fers qui sont destinés pour la construction du bâtiment sont détournés par les employés et revendus sur la place du village, et ce sont les bénéficiaires même qui payent ces matériaux-là. Alors, il ne faut pas être magicien pour deviner la suite du bâtiment. Donc, ça veut dire que tous les acteurs sont interpellés. C'est un problème qui nous interpelle tous. D'accord. Sur la même question. Oui, pour moi, la principale cause de tout ça, pour rejoindre l'architecte, c'est l'impunité qui est devenue la mode au Burkina Faso. Tous ces faits-là qui se produisent là, vous n'entendrez pas un jour que quelqu'un a été identifié comme responsable d'une telle situation et qu'il a eu telle sanction, de telle sorte qu'une autre personne, en voyant cela, soit découragée pour ne pas faire la même chose. Même en cas de mort d'homme? Oui. Alors que c'est des crimes quand même. 4 personnes, par exemple, sont mortes à Koudougou. On ne peut pas ne pas savoir pourquoi ces 4 personnes sont mortes et puis se taire après. C'est comme si on couvrait un criminel. Et ça, pour moi, c'est vraiment le principal facteur. Est-ce que l'enquête... Il faut qu'on en finisse avec cette impunité pour que quelqu'un qui a commis une faute soit sanctionné à la hauteur de son forfait. Oui. Bon, je voudrais un peu revenir sur le débat qu'il y a eu entre l'architecte et puis l'entrepreneur. C'est pour attirer l'attention, pour que les gens puissent comprendre que l'administration, si l'administration a un édifice à réaliser, l'administration recrute, fait des bureaux, recrute des entreprises pour faire le travail et recrute en fait des bureaux pour contrôler le travail en fait de ces entreprises. C'est pour dire que souvent, quand vous voyez un sinistre qui apparaît,
tout de suite, c'est peut-être l'administration en fait qui est indexée, c'est-à-dire le ministère en question qui est indexé. Pourtant, avec toutes les conditions ont été mises en place pour recruter en fait un entrepreneur qui remplit les conditions avec des références techniques bien avérées. On a recruté un bon bureau pour faire en fait le contrôle. Ça veut dire que s'il y a un problème qui intervient, les premiers responsables de prime abord en fait, c'est l'entreprise et le bureau en fait que l'État a recruté pour faire le travail. Donc, je veux en fait qu'on comprenne cela pour ne pas systématiquement. Vous allez voir qu'une fois qu'il y a un sinistre, on dit c'est tel ministère, ou bien c'est. Alors que non. Ça peut être plus complexe. Voilà, ça peut être plus complexe en fait que cela. Nous avons par exemple dans le cadre en fait de la supervision, vous voyez, souvent, même l'autorité peut être en fait la cause en fait de certaines malfaçons. Il y a dans ce pays-là, il y a des entrepreneurs même qui choisissent les contrôleurs pour venir les contrôler. Eux-mêmes choisissent les propres contrôleurs. Eux-mêmes qui choisissent leur marché, ce qu'ils veulent réaliser, et ils vont choisir en fait les contrôleurs. Nous avons eu pas mal de collègues qui ont été chassés avec de certains chantiers, tout simplement parce que leur tête ne plaisait pas à l'entrepreneur, ou ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour dire que, et quand on part plus loin, il y a un mélange du genre. Vous allez voir que même au niveau des autorités contractantes sont souvent des actionnaires en fait dans certaines entreprises, dans certaines boîtes. La conséquence, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une enquête qui va aboutir. Le 6 septembre dernier, les syndicats du BTP ont fait une conférence de presse par rapport à la situation de Koudougou. Ils ont révélé que de 2011 à 2021, il y a eu en moyenne un immeuble qui est tombé chaque année, avec un mort d'homme au moins. Mais depuis 2011, on n'a jamais fait une enquête sérieuse pour déterminer les causes, situer les responsabilités et puis sanctionner. C'est extraordinaire quand même. On a conduit en fait ça jusqu'à en fait aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on va trouver. Vous allez voir, ça, nous sommes en fait sous le feu. En fait, on va parler. Ils vont ouvrir l'enquête. Peut-être ils vont aller trouver même que celui-là, en fait, qui est responsable, c'est celui-là, en fait, qui a donné le marché, ou bien il y a des connexions, en fait, qui sont en profondeur. Et finalement, le dossier, là, sera rangé, en fait, dans les tiroirs. Sinon, on ne peut pas comprendre que depuis 2011, il y a des immeubles qui tombent chaque année. Et il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de responsabilité située, il n'y a pas de sanction. Donc, moi, je ne crois pas que cette situation, en tout cas, va changer. Vous êtes désespéré à ce niveau, à ce point? Non, c'est une réalité, puisque quand on voit que même l'année, à partir peut-être en fait, à partir de l'insurrection, en fait, toute cette impunité devrait être soldée. Mais ça continue. On continue en fait d'accumuler, et actuellement, ce qui se passe là, c'est pire. Ah bon? Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que peut-être, en tout cas, moi je pense que cette génération où nous sommes là, il faut peut-être aller encore plus bas vers les enfants là pour travailler à changer les mentalités. Parce que les mentalités que le Burkinabé a actuellement, c'est très compliqué, et ça a été formaté depuis même ceux qui dirigent là, et puis chacun fait ce qu'il veut. Merci. À la suite des deux autres, en fait, franchement, j'appuie pour dire qu'il y a beaucoup d'impunité. Moi, je suis connu pour dénoncer ça. Ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Franchement, il y a beaucoup d'impunité dans ce pays. Il y en a beaucoup. Et je me demande souvent si c'est moi qui suis trop heureux, mais les gens le font à visage découvert. Le secteur du BTP, c'est un secteur où il y a beaucoup de délinquance et les gens ne se cachent pas pour le faire. Alors, il y a l'impunité, il y a aussi le clientélisme vraiment trop appuyé. Moi, a priori, je n'ai pas de problème avec le mode de passation de marché, je l'ai dit, parce que souvent on dit que c'est un appel d'offres, mais en réalité c'est un gré à gré qu'on légalise, tout ça on connaît. Mais il faut mettre la compétence au milieu de tout. Ceux à qui on donne les marchés, que ce soit l'architecte, l'ingénieur ou l'entreprise, il faut que ce soit des personnes compétentes. Voilà, vous ne pouvez pas faire par exemple des immeubles hauts sans la voie de protection civile, ça ne se fait pas. C'est un mouroir que vous construisez. Mais comment se fait-il que ces plans soient validés et que... C'est le même clientélisme, voilà, parce qu'on a donné à des gens qui ne sont pas compétents et c'est d'autres personnes non compétentes qui valident. C'est le même clientélisme. Et c'est les personnes non compétentes qui contrôlent. Voilà.
C'est une chaîne d'incompétence. Avant chez vous, oui. D'abord, attendez d'abord 30 secondes, il va ajouter. Il n'a pas eu trop la parole ce soir. Donc... Je veux dire que, en fait, c'est ce qu'il a dit. C'est que c'est un problème en fait de compétences. Sinon, ce qu'il a expliqué, c'est son domaine. Hein. Dans le domaine du bâtiment, actuellement, on va réaliser en fait des bâtiments sans prévoir en fait ce qu'il était en train en fait de nous. C'est pour dire que les gens, souvent, c'est pas qu'ils veulent pas faire, mais ils savent pas et ils vont pas vers ceux qui connaissent et ils travaillent en fait dans un cercle d'incompétents. Et finalement, ça va aboutir à quelque chose qui va tomber demain. Pour les gens meurent. Ouais. Alors, je voudrais intervenir sur deux éléments. Rapidement. Alors, le premier élément, c'est ce qu'il a signalé. Il va falloir changer de mentalité. Alors, quand vous prenez la passation des marchés, il y a beaucoup de faux documents qui sont produits dans le cadre de la passation des marchés. Et souvent, je ne suis pas en train d'accuser les entreprises ni défendre les acteurs administratifs. Et souvent, ceux qui sont dans les commissions, ils ne peuvent même pas avoir tous les moyens qu'il faut pour pouvoir vérifier l'authenticité des documents. Alors, si on vous amène des documents des pays arabes ou des pays européens, le temps que vous allez prendre pour vérifier, peut-être que vous allez faire 6 mois sans avoir les preuves. Donc souvent, les commissions sont obligées, sur la base de la bonne foi, d'attribuer les marchés. Là, ce que vous dites est très grave. C'est très grave parce que ça veut dire quoi? Qu'au niveau de l'État, du gouvernement, on valide souvent certains documents sans avoir la possibilité de vérifier l'authenticité de ces documents. Mais c'est comme ça, puisque quand vous prenez les délais aussi sont très réduits. Ah, mais là, il faut que l'État travaille parce que c'est après des années ou bien quelques mois après, les gens meurent sur les chantiers. C'est ça aussi la difficulté. Alors, effectivement, c'est ça. Donc, poursuivez. Alors, donc, c'est pour dire qu'il faut que tous les acteurs-là changent de paradigme dans le cadre de la gestion des marchés publics, que ce soit les gens du privé que les gens du public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux enquêtes. Alors, j'ai ouï dire que les enquêtes n'aboutissent jamais. Semble-t-il. Alors, semble-t-il. En tout cas, il y a plusieurs types d'enquêtes. Il y a des enquêtes parlementaires, il y a des enquêtes judiciaires, des enquêtes administratives. Au niveau administratif, il y a plusieurs structures de contrôle qui interviennent, dont l'ARCOP. Par rapport à l'ARCOP, nous avons fait des transports d'enquêtes. Et à l'issue de ces enquêtes, il y a des entreprises qui ont été sanctionnées. Les responsabilités ont été établies et ont été sanctionnées. Quel genre de sanctions? Ce sont des sanctions administratives, des suspensions. Mais voilà, donc ça ne peut pas... Mais parfois, il y a des entreprises qui exécutent des chantiers, qui se passent mal, mais qui reviennent, qui ont... Alors, on octroie encore des chantiers. Est-ce que cela est possible? Il faut prendre... Je prends le champ d'intervention de l'ARCOP. Allez-y. L'ARCOP intervient lorsqu'il y a une procédure qui est en passation ou lorsqu'il y a un marché qui est conclu. Si on sort hors du cadre contractuel, je prends un exemple, il y a un bâtiment qui a été réalisé et 10 ans après, le bâtiment s'écroule. Alors, il n'y a plus de rapport contractuel qui lie l'entreprise avec le maître d'ouvrage. Donc, même si l'ARCOP intervient, arrive à établir la preuve de la malfaçon et situer les responsabilités, il sera très difficile, sur la base de textes pour l'ARCOP, de pouvoir sanctionner l'entreprise. Ah, même si il est prouvé que c'est l'entreprise qui a voilà. C'est-à-dire que cette entreprise... acteur qui intervienne. Et quel acteur? Alors là, bon, je ne peux pas citer un acteur. Non. C'est le moment de voilà, sanctionner. c'est ça. On est quand même dans un pays où il y a une justice. Voilà, par exemple, si le juge est saisi, voilà, le dossier peut... On est en train de finir. Oui, allez-y. Un exemple de ce que vous avez... Par exemple, chez nous, au niveau du ministère des Infrastructures, il y a eu un marché qui a été lancé, attribué à une entreprise qui a commencé à réaliser les travaux. Et entre-temps, ça n'avançait pas et l'administration était obligée de résilier le marché parce que ça n'allait pas. On a résilié, relancé et puis réattribué à la même entreprise. Ah bon? C'est-à-dire une entreprise qui a commencé un chantier, qui n'arrive pas à terminer le chantier, on résilie le contrat, on réattribue. On relance et on réattribue à la même entreprise. Oui.
C'est un exemple. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend. Il faut situer. Allez-y. Il faut situer les responsabilités. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à la résiliation du contrat? Est-ce que ce sont des faits imputables à l'administration? Parce qu'on peut arriver à résilier un marché peut-être au tort de l'administration. Et dans ce cas, si on relance le marché, l'entreprise peut revenir. D'accord. L'administration avait, par exemple, des problèmes pour payer les différents décomptes, ou bien il y a eu des modifications qui sont intervenues après, l'entreprise n'a pas accepté. Ça peut aboutir à une résiliation. Et dans ce cas, si on relance le marché, l'entreprise a la possibilité de revenir. Alors, on est en train de terminer. Allez-y rapidement. Parce que dans les solutions... Voilà, on va dans les solutions rapidement. Juste un mot sur le drame de Koudougou et puis je propose Oui, la allez-y, solution. allez-y. Voilà. Bon, on avait convenu de ne pas trop en parler. Bon, quand un drame survient comme ça, en fait, je présente déjà mes condoléances aux familles éplorées. Mais bon, comme les enquêtes sont en cours, c'est vraiment mieux qu'on sache tous raison garder. J'ai en mémoire le cas d'un vieux architecte français très brillant qui est décédé, Paul Andreu, qui a construit dans le monde une centaine d'aéroports. En 2009, il y a le terminal 2F de Roissy, Charles de Gaulle, qui s'est écroulé. Il y a eu 9 blessés. Mais le vieux, il a passé un mauvais quart d'heure. Il en a tellement souffert et au finish, les enquêtes l'ont blanchi. Donc vraiment, j'appelle tout le monde à rester raison gardée sur ça en entendant les conclusions et des enquêtes. Maintenant, pour les solutions, c'est ce qu'on a dit. Vraiment, il faut une forte action dans la lutte contre l'impunité. Quand même, les gens ne peuvent pas agir comme ça à visage découvert. Le BTP même est devenu le secteur principal de délinquance au Burkina. Et c'est de gros montants en fait. C'est de gros montants. C'est des entreprises. C'est des centaines de millions. On vous parle, nous par exemple, et nous on est les plus pauvres de la chaîne. Nous, c'est des centaines de millions. Les entreprises, c'est des affaires de milliards. Et tout ça se passe vraiment à visage découvert. Il faut qu'on mette fin à l'impunité et au clientélisme aussi. Vous pouvez donner des gré à gré. Moi, je n'ai rien contre ça, mais il faut mettre la compétence au centre du jeu. Il faut donner aux entreprises les plus compétentes. Nakanabo. Moi, je voudrais proposer trois solutions. Rapidement. La première, c'est qu'il faut qu'on engage la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne. Et chacun va répondre. Parce que quand un drame comme celui de Koudougou survient et qu'on compte jouer avec le temps pour que ça passe, je pense que nous ne devons plus continuer dans ça. Parce que chacun croit que ça n'arrivera qu'aux autres. Si ça là, ça tombe aujourd'hui sur nous là, ben voilà, ça sera notre tour. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à engager la responsabilité des acteurs, que ce soit au niveau de l'attribution du marché, tous ceux qui ont intervenu dans la chaîne, jusqu'au ministre. Parce que les développements ont montré qu'ils ne sont pas indemnes de responsabilité. Si on engage la responsabilité des acteurs et que chacun répond, je crois qu'on va situer chacun dans sa faute, comme l'a dit M. Bakorbel tout à l'heure. Celui qui a intervenu pour que le marché soit attribué, ou bien le contrôleur qui a mal fait son travail, ou bien l'entreprise qui a voulu soudoyer quelqu'un pour employer il faut que chacun puisse répondre. Encore faut-il que les enquêtes soient bien faites. Pour moi, on n'a pas besoin que les... Si chacun est attrait pour répondre de sa responsabilité, on n'a pas besoin d'une enquête. Allez, poursuivez. Bon. Deuxième proposition, il faut qu'on en arrive même à rendre ces actes-là comme des délits. Un bâtiment qui tombe comme ça, là, il faut qu'on considère ça et que même s'il faut rédiger une loi pour criminaliser les bâtiments qui s'effondrent, de telle sorte que celui qui a construit un bâtiment qui s'est effondré soit poursuivi. Comme l'autre voulait dire que si le bâtiment tombe 10 ans après et l'ARCOP n'a plus sa responsabilité qui s'engage. Non, si on fait la loi et qu'on criminalise donc ces effondrements de bâtiments-là, je pense que les gens vont commencer à réfléchir. Parce qu'un entrepreneur qui construit un bâtiment et que le bâtiment tombe, tout le monde va le voir. Tout à fait. Oui, mais certains vont penser que peut-être que c'est le ministre seul qui a été responsable de cela. Et enfin, le troisième appel que je fais, c'est aux citoyens. Parce que c'est dans mon domaine. Nous pensons que les citoyens, là, les bénéficiaires et les usagers, là,
il faut qu'ils exercent leur droit de regard. Et il faut surtout qu'ils empêchent ceux qui manipulent la corruption. Parce que la corruption, on dit que ça se fait toujours dans le noir, mais les preuves sont toujours visibles. Quand un béton s'écroule et ça devient de la poussière, au lieu d'être des blocs de béton, vous n'avez pas trop besoin d'être un spécialiste pour savoir que ce n'était pas du béton. Voilà. Donc, il faut que le contrôle citoyen, le regard donc, du citoyen-là, s'exerce. Et ça, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas en cause parce qu'ils ne sont ni entrepreneurs, ni contrôleurs, ni ministres, mais quand même, c'est eux qui vont en subir les conséquences. Donc, il est normal qu'ils s'impliquent. Comme solution, moi, je propose d'abord qu'on mette de l'ordre même dans le pays. Il y a un problème. Nous avons un ministère, en fait, de l'habitat. Et on a un ministère dans chaque domaine. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde fait du tout actuellement. C'est-à-dire que chaque ministère va construire des bâtiments sans associer le ministère de l'habitat. Chaque ministre et certains ministères vont se lever, réaliser des routes, des pistes, sans informer avec le ministère des infrastructures. C'est du désordre. Parce que c'est chacun avec selon son domaine. Ça dit que la première mesure qu'il faut prendre, c'est d'interdire qu'un ministère qui n'a pas des attributions d'un autre ministère s'abstienne en fait de réaliser les attributions de ce ministère. Premièrement. Deuxièmement, moi pour la survenue, par exemple, pour le cas de Koudougou, ma proposition pure et simple, c'est d'abord, on doit suspendre en fait le premier responsable du département avec tous ceux qui sont dans la chaîne en fait des passations de marché jusqu'à la réalisation avec le bureau de contrôle, en fait, l'entreprise. On suspend tout le monde, on mène l'enquête, ceux qui sont blanchis, on les rétablit, en fait, dans leurs droits. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas laisser les responsables toujours là, en fait, à se promener et puis vouloir faire, en fait, une bonne enquête. Au niveau de l'enquête, si celui-là même, en fait, qui est responsable, qui a une responsabilité, est toujours dehors et il a les moyens, les capacités de rencontrer les enquêteurs et puis d'utiliser en fait ces réseaux, ça va toujours en fait créer un problème. Et il faut en faire de même. Là où il y a sinistre, on suspend en fait la chaîne de commandement en fait dans ce ministère, on mène l'enquête là de façon impartiale et indépendante, on situe les responsabilités et on sanctionne. Monsieur Touré, les entrepreneurs ont été beaucoup pointés du doigt ce soir. On estime que vous faites beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'ordre normal de ce qui doit être fait, mais peut-être ce que vous pouvez vous défendre ce soir. Parce qu'il y a des situations où on demande à l'entreprise de donner 10%, je ne sais pas, avant de pouvoir avoir le marché. Après, ça devient des soucis, en fait. Vous avez la parole. Bon, ce que je peux dire, il y a un volet où on met beaucoup de pression, dont on n'a pas parlé, mais je pense que l'architecte est bien placé pour parler de ça. Vous avez un ouvrage, par exemple, on vous dit l'ouvrage là-bas fait 10 milliards. Mais le maître d'ouvrage va vous dire, vraiment, je n'ai que 6 milliards, débrouillez-vous pour rentrer dedans. Ça, il faut que l'architecte décortique ça. Et le problème même commence là-bas. On a fait une première estimation. On a dit que ça peut tourner autour de 10 milliards. Le maître d'ouvrage va vous dire, je n'ai que 6 milliards, débrouillez-vous pour que ça rentre dedans. Après, le moteur continue jusqu'à la fin. Donc, à partir de là, tout est déjà biaisé. OK. Mais ce que je peux dire, c'est que erreur technique, au-delà, moi, je ne crois pas à ça. Moi, quand il y a un sinistre, c'est forcément une erreur humaine. Erreur humaine. Erreur humaine. Et je ne crois pas qu'une seule erreur humaine peut faire effondrer un bâtiment. Il faut une succession d'erreurs humaines. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut... Voilà, il faut une succession d'erreurs humaines pour que le drame... Une seule erreur ne peut pas... Parce que soit en amont ou en aval, c'est ça corrigé par une autre personne. Et l'homme n'est pas parfait. Vous pouvez être l'homme le plus compétent, mais au moment où on vous a confié la charge, vous avez des soucis quelconques et qui peut faire que vous allez faillir. Donc, mais si le processus est bien mis en œuvre, il y aura toujours, soit en amont ou en aval, quelqu'un qui va rétablir la chose. Donc, s'il y a un sinistre, c'est qu'il y a plusieurs insuffisances humaines qui sont à la chaîne. Alors, ce qu'on peut faire, il faut vraiment former les gens.
Il faut les former, il faut sensibiliser. Quand les gens sont bien formés, je pense que... Et surtout collaborer sur le terrain. Il ne faut pas que les gens arrivent sur le terrain comme voleurs et gendarmes. Quand vous avez cette attitude-là, vous ne pouvez pas bien concevoir quelque chose. Vous devez collaborer. Tout le monde doit collaborer. L'architecte, le maître d'ouvrage, même les bénéficiaires, comme a dit, tout le monde doit collaborer. C'est un bien commun. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute de... Qu'est-ce que les gens font? Quand il y a un problème, c'est l'entrepreneur. Quand il y a un problème, c'est l'entrepreneur. Comme s'ils ne sont pas concernés. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un ouvrage commun. Tout le monde doit contribuer et se donner la main pour que ça marche. Une fois que ça marche là, quand vous venez faire comment vous appelez ça, les cérémonies d'inauguration, etc., est-ce qu'on voit l'entrepreneur? On ne voit pas l'entrepreneur quand vous frappez les mains, etc., ou vous dites qu'on a fait ceci, on a fait cela. On ne voit pas l'entrepreneur. À ce moment, tout le monde frappe la poitrine. Non, c'est pas comme ça. C'est un ouvrage commun et tout le monde doit mettre du sien pour que ça fonctionne. Mais il faut que chacun assume ses responsabilités. Il faut que chacun assume. Et pour cela, il faut que chacun soit formé, il faut que les gens soient compétents. La formation, là, les gens quittent l'école et puis on les confie des lourdes charges. Non, c'est pas comme ça ça se passe. Vous pouvez trouver sur le terrain des ouvriers qui n'ont pas beaucoup de diplômes, mais leur expérience font qu'ils peuvent corriger des ingénieurs. Donc, mais si ce jeune n'a pas l'humilité pour collaborer, ça fait des frictions. Et il induit plus les gens en erreur qu'autre chose. Donc c'est un phénomène où, bon, il faut que tout le monde s'implique. Les ingénieurs mal formés, ou bien sous-formés. Donc il faut former les gens, il faut que tout le monde travaille avec une bonne foi. Et puis je pense que... Voilà, on a entendu fini. Voilà, Denis, vous allez être la dernière personne à conclure. Voilà, on a fini avec les enquêtes, peut-être qui semblent ne pas aboutir. Qu'est-ce qu'il faut proposer comme solution? Vous êtes de l'ARCOP, vous intervenez dans le système, dans le processus. Et puis, il a dit, parfois, dans la manière de mener l'enquête, on se demande où est-ce que l'enquête peut mener, parce qu'il y a des acteurs qui sont là, qui font pression, ou des structures qui sont en même temps jugées parties. Parce que, notamment, on a décidé de ne pas en parler, mais on va en parler quand même, dans le cas de l'enquête du chantier de Koudougou. Vous êtes en train de mener une enquête, les résultats vont sortir bientôt. Il y a le laboratoire national qui dit avoir été réquisitionné. Pourtant, le laboratoire national fait partie des contrôleurs de ce chantier. On ne peut pas être en même temps contrôleur des chantiers et puis être expert, enquêteur. C'est extraordinaire, ça. Et ça, vous le savez. Alors, je me réserve de ne pas me prononcer sur cette question. D'accord. Mais c'est une réalité. Voilà, mais allez-y, on termine. Mais au niveau de l'ARCOP, les enquêtes aboutissent. Voilà, mais ça aboutit à quoi? C'est ça la question. Parce qu'il y a des enquêtes qu'on fait et après, c'est hors du champ de compétences de l'ARCOP. Donc, l'ARCOP ne peut pas intervenir. Tout à fait. Alors, mais il faut souligner, vous allez terminer, que ça. chaque fois que l'ARCOP fait ses enquêtes, l'ARCOP rend généralement ses résultats publics. C'est ça. Généralement. Et ça, c'est à votre honneur. Merci bien. Alors, il a soulevé une question très importante, c'est-à-dire la formation. On entend les finir. La formation, oui, des acteurs. Au niveau de l'ARCOP, en tout cas, on a entrepris un grand chantier de professionnalisation du secteur de la commande publique. Alors, les gens ne vont plus intervenir comme ça. Surtout au niveau de l'administration, il faut être qualifié pour pouvoir poser des actes de gestion de la commande publique. Alors, et c'est au niveau des entreprises aussi, c'est vrai qu'elles sont concernées par la professionnalisation, la formation, mais c'est important qu'au niveau des entreprises, il y ait une forte sensibilisation. Comme il l'a dit, c'est une question de développement. Et c'est une question de développement qui nous concerne tous. La sanction est bien, mais elle ne résout pas un problème. Et sanctionner un voleur aujourd'hui ne fera pas que demain il n'y aura plus d'autres voleurs. Donc il faut sanctionner, mais il faut sensibiliser pour qu'il y ait une amende au niveau de tout le monde. Merci bien, Monsieur Moïse Bakorba. Merci aux uns aux autres. Mais même si on passe 3 heures, 4 heures, c'est un sujet très vaste, on ne pourra pas finir. Merci aussi pour le courage que vous avez eu. On sait que c'est un secteur assez délicat et difficile. Certaines paroles peuvent vous fermer certaines routes et peuvent vous empêcher d'avoir certains marchés. C'est dit que vous avez été assez courageux ce soir d'être venu. On ne peut pas tout dire, on le sent, mais il faudrait, vous l'avez dit, que les uns les autres prennent leurs responsabilités.
que les enquêtes aboutissent, qu'on arrête de prendre les petits poissons et qu'un jour on prenne les gros poissons aussi pour faire preuve d'exemplarité, pour empêcher que des élèves qui vont apprendre et qui vont étudier puissent mourir parce que tout simplement quelque part un entrepreneur ou un contrôleur ou un architecte ou un ingénieur ou un laboratoire a mal fait son travail, ou que des étudiants stagiaires comme à Koudougou puissent mourir, perdre la vie et partir comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de complicité à un certain niveau. Chacun doit assumer ses responsabilités et avoir une conscience assez propre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette info spéciale qui a été consacrée aux effondrements des bâtiments publics. Merci. Et puis, le débat peut continuer chez vous à la maison. Merci bien. Au revoir. Et puis, je vous donne rendez-vous, moi, demain à 19h30 pour une session d'information, le journal. Au revoir.